a 25 ans, 179 gouvernements approuvaient au Caire, en République arabe d'Égypte, un programme d'action mondial qui reconnaît le lien entre l'autonomisation, le droit à la santé reproductive des femmes et le développement durable. Il accorde donc aux femmes le droit de décider de manière libre et responsable du moment et de l'espacement des naissances. 25 ans après cet accord historique, est-ce une réalité en République démocratique du Congo? Quels sont les obstacles qui empêchent les femmes, les couples d'exercer pleinement leurs droits en matière de reproduction? On en parle tout de suite dans ce check-up avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo, mais avant tout ce dossier. 25 ans déjà depuis la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte sur les principes d'autonomisation, des droits ainsi que la santé sexuelle et reproductive des femmes. 25 ans après, l'heure est au bilan afin d'accélérer la mise en œuvre des promesses faites en Égypte en 1994. Au sommet de Nairobi, les gouvernements, les agences des Nations Unies, les groupes des femmes et les réseaux des jeunes vont s'engager à mettre en œuvre complètement le programme d'action de la CIPD. Malgré les progrès remarquables réalisés depuis 1994, des millions de femmes et de filles n'ont toujours pas bénéficié des promesses de la conférence internationale sur la population et le développement. Il est donc temps d'agir, maintenant plus que jamais, de manière urgente, pour que chaque femme, chaque fille puisse exercer ses droits. Avec plus d'options contraceptives, elles peuvent prospérer en tant que partenaires égaux du développement durable. Les décideurs sont donc appelés à redoubler les efforts afin de combler le fossé qui sépare encore les objectifs à atteindre. Les États, les gouvernements, la société civile, les communautés, ainsi que tous les partenaires doivent poursuivre ce cheminement qu'est l'acquisition des droits sur la santé sexuelle et reproductive. Il est question de poursuivre cette lutte pour que les femmes aient surtout cette autonomisation dont il est question pour pouvoir mieux participer au développement de la nation. Les jeunes sont aussi associés à cette commémoration. Durant les activités préparatoires, les jeunes étaient sur le terrain dans quelques provinces du pays. Un seul message, ma vie dans ma poche, pour accélérer les promesses. Et nous savons, pour accélérer la promesse, nous devons faire en sorte que le jeune puisse avoir accès aux services liés à leur santé sexuelle et reproductive. Et nous savons tout ce que les jeunes y mettent dans leur poche, dans tout ce qui est de la contraception, les cahiers, tout ce que nous avons comme choses précieuses, nous mettons dans notre poche. Alors, nous devons faire en sorte que notre poche ne soit pas trouée et nous devons prendre soin de notre poche. Ça veut dire en ayant accès aux services liés à leur santé sexuelle et reproductive, en ayant accès à l'éducation et aussi en nous donnant l'opportunité pour que nous puissions créer nos propres entreprises, les start-up. Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir, avant que toutes les femmes et les filles aient le pouvoir d'opter des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive, il est possible que le gouvernement, la société civile et les organisations s'efforcent à atteindre 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait de contraception et 0 violence à l'égard des femmes et des filles. Je reçois sur ce plateau de check-up le Dr Senen Houton, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Dr Senen, avec vous, nous allons parler de la célébration de 25 ans de la conférence internationale de la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994. 25 ans après, votre organisation, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, milite justement pour pouvoir aider la population en général à pouvoir choisir quand faire des enfants et à quelle fréquence. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous attendez justement de cette rencontre de Nairobi? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement de la RDC qui sera à cette conférence en nombre et en qualité. Nous aurons une délégation qui sera conduite par la vice-première ministre, ministre du Plan. Il y a aussi la ministre d'État, ministre du Genre. Nous avons des parlementaires, nous avons des journalistes, nous avons des jeunes, des membres de la société civile, des femmes leaders qui seront à cette conférence. Quand nous parlons de la conférence internationale sur la population et le développement, de quoi s'agit-il?
En fait, il y a 25 ans au Caire, les nations se sont entendues pour reconnaître de façon fondamentale que les questions de choix et de droit en matière de santé sexuelle et reproductive, que les questions de dynamique populationnelle sont intrinsèques pour le développement. Et donc ces nations ont fait des promesses. Et 25 ans après, nous allons nous retrouver à Nairobi pour voir le chemin parcouru et pour faire de nouveaux engagements. Qu'attendons-nous de cette conférence? Nous attendons un engagement renouvelé de toutes les parties prenantes pour que ces promesses qui ont été faites au Caire puissent finalement être atteintes. Mais pour nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, qu'attendons-nous? Nous voudrions que nos mamans ne meurent pas en allant donner la vie. Nous voudrions que toute grossesse soit une question de choix et non une question de hasard. Et nous rêvons que nous serons dans un monde où il n'y aura pas de violence faite aux femmes. Voilà ce que nous attendons. Docteur Senel, les éléments que vous venez d'épingler sont également repris dans la liste des points, des engagements qui ont été pris il y a 25 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il faudrait accélérer les promesses. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait pendant ces 25 ans? Tout à fait. Il y a eu de grands progrès. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples. Pour la RDC, par exemple, nous sommes passés d'il y a une décennie d'environ plus de 800 décès de femmes par 100 000 naissances vivantes à 473, c'est les statistiques de l'OMS en 2017. Ça, c'est la RDC. Mais le monde entier a réduit de plus de moitié les décès maternels. Donc, c'est très important. Si nous prenons aussi un autre indicateur pour la planification familiale, il y a juste 5 ans, si nous regardons les statistiques de l'enquête démographique et de santé, nous étions à environ 8 de prévalence contraceptive en RDC. Nous sommes aujourd'hui à une moyenne de 18%. Ce sont des progrès remarquables. Mais quand nous regardons ces chiffres en réalité, c'est très disparate. Vous avez Kinshasa, où nous avons une prévalence contraceptive élevée. Nous avons des provinces où c'est pratiquement zéro. Exactement. Nous avons des endroits où les mamans n'ont pas accès à la contraception. Et donc, nous nous retrouvons dans des situations où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est là où je voudrais dire qu'il y a aussi, malheureusement, des endroits ou des indicateurs sur lesquels nous n'avons pas du tout fait des progrès. Si vous prenez par exemple les violences faites aux femmes, nous sommes encore à environ une femme sur 2 en RDC qui rapporte avoir été victime de violences faites aux femmes et parfois même de violences sexuelles. Si vous regardez le nombre d'enfants moyens par femme en RDC, alors là, nous n'avons pas du tout fait de progrès. Pendant une trentaine d'années, nous sommes restés pratiquement à environ 6,5. Donc, nous devons faire des progrès dans ce domaine. Voilà quelques domaines dans lesquels nous devons faire des progrès significatifs. À vous entendre, M. Senel, on doit dire que la balance n'est pas encore stable. Il y a encore un déséquilibre. Mais comme on dit toujours, on ne décourage pas les bonnes actions. On salue ce qui a déjà été fait grâce à l'appui de l'UNFPA justement et aussi l'apport du gouvernement. Mais en République démocratique du Congo, on dit que sur près de 3,5 millions d'accouchements par an, plus d'1 million de grossesses sont non désirées. Est-ce qu'on doit dire que sur le point de la santé sexuelle, reproductive, la santé de la reproduction en général, est-ce qu'on doit dire qu'il y a des avancées? On peut dire qu'il y a quelques avancées. Parce que comme je venais de dire tantôt, la prévalence contraceptive a quand même augmenté un peu. Mais nous sommes loin du compte. Parce que comme vous venez de dire, il y a encore trop de grossesses non désirées. Environ une femme sur 3 actuellement en RDC a envie de soit arrêter de faire des enfants, soit d'espacer les naissances, mais n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Nous tous dans la communauté, gouvernement et partenaires réunis en RDC, nous ne couvrons pas 20% des besoins en matière de contraception pour la RDC. Et donc, voilà quand même des défis pour nous. Mais je voudrais dire, vous avez parlé d'environ 3 500 000 naissances vivantes. Ça, c'est chaque année. Exactement. Et c'est une cohorte qui pose des pressions sociales, des pressions au niveau de la santé. Vous imaginez le nombre de couvertures vaccinales qu'il faut. Ce n'est pas pour rien que nos chiffres de couverture vaccinale ne sont pas élevés. Vous imaginez la scolarisation. Et c'est fait, la scolarisation. Surtout maintenant que nous avons une politique de gratuité. Vous savez, il y a toute une cohorte qu'il faut suivre.
il y a les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Bref, il y a une dynamique populationnelle, comme vous venez de dire, n'est pas en adéquation avec la croissance économique. Et il nous faut arriver à un équilibre pour que nous puissions atteindre l'émergence. Vous êtes du Fonds des Nations Unies pour la population, on dira aussi du côté de la société civile, vous venez apporter, impulser justement ce changement. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté du côté de politique congolais, du gouvernement congolais? Absolument. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, il y a encore quelques années, juste pour illustrer, les femmes devraient avoir l'autorisation des maris pour avoir accès à la contraception. Je voudrais saluer ici le Parlement qui a pris une loi santé, juste en décembre dernier, qui permet désormais à la femme de pouvoir avoir accès à des moyens de contraception sans prendre l'autorisation du mari. Les adolescents, c'est la même chose. Il y a encore quelques mois, si un agent de santé se hasardait à prescrire des contraceptifs à un adolescent, il pouvait être traduit en justice. Nous avons fait des avancées de ce côté. Sur le plan des violences faites aux femmes ou de l'autonomisation aux femmes, je voudrais aussi saluer vraiment le gouvernement. La RDC fait partie des quelques rares pays où nous avons eu des avancées structurelles au niveau des lois. Nous avons un code de la famille. Beaucoup de pays n'ont pas de code de la famille. Nous avons des mécanismes de tolérance zéro au niveau des violences faites aux femmes, au niveau de l'armée, au niveau de la police. Le chemin reste encore long, mais nous avons fait des avancées aussi bien au niveau législatif qu'au niveau des programmes. Nous avons de plus en plus ce que nous appelons des centres de prise en charge multifonctionnels pour les survivantes de violences faites aux femmes. C'est encore dans quelques provinces. Notre vœu, c'est que nous puissions les avoir dans toutes les provinces de la République. Et donc, ce sont des avancées. Mais nous avons encore beaucoup de défis. Par exemple, sur les questions de violences faites aux femmes, le côté justice est encore un grand défi. Parce que tant que ça restera impuni, tant que ce sera des négociations communautaires, nous n'allons pas avoir beaucoup de problèmes. Nous n'allons pas décourager ceux qui commettent ces violences faites aux femmes. Voilà quelques exemples de défis que nous avons toujours. Il y a des défis à relever, Dr Senen, vous le dites si bien. Et on a senti votre implication, l'implication de l'UNFPA, justement pour pouvoir aider le pays à se développer. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on vous demandait votre conseil, quels sont les éléments qui sont prioritaires sur lesquels on pourrait marteler pour pouvoir accélérer justement ces promesses tenues, les promesses, les engagements pris à Nairobi, plutôt au Caire en 1994? Beaucoup de choses, mais 4 choses me viennent à l'esprit. Premièrement, la croissance démographique. Aucun pays au monde, et là je voudrais insister, aucun pays au monde ne peut atteindre l'émergence avec les types de croissance démographique que nous savons et de dépendance que nous avons. Je m'explique. C'est une question de simple mathématique. Le produit intérieur brut va continuer d'augmenter. Mais si le dénominateur croît à un rythme qui dépasse le rythme de la croissance économique, nous allons toujours, quand vous faites la division, être toujours dans les pays pauvres. Ce que nous demandons, c'est comment réduire un peu cette croissance démographique qui est à une vitesse folle. Mais pour faire cela, c'est très simple. Il faut pouvoir mettre à la disposition de tout individu, de tout couple, de toute famille, des moyens qui leur permettent de pouvoir espacer les naissances, qui leur permettent de décider quand, combien d'enfants. Ça, c'est la croissance démographique. Deuxièmement, et c'est très important, les violences faites aux femmes, les questions d'autonomisation de la femme. Nous ne pouvons pas faire un développement si nous laissons de côté la moitié de notre population. Et pour nous, à UNFPA, nous mettons l'accent sur la petite fille. Parce que nous pensons que si cette petite fille, elle peut rester à l'école, donc éducation, elle n'est pas mariée de force, pas de mariage précoce, elle n'a pas eu de grossesse précoce. Vous voyez, ça veut dire qu'elle a eu l'information et des moyens pour éviter cela. Elle n'a pas eu un VIH, son capital humain croît et elle peut atteindre son potentiel et contribuer au développement économique de la nation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, quand nous disons que les mamans ne doivent pas mourir en allant donner la vie. Vous savez, la profession qui permet de suivre une femme enceinte jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement, c'est la profession de sage-femme. Aujourd'hui, en RDC, l'OMS dit normalement qu'il faut avoir une sage-femme
pour environ 5 000 populations. En RDC, nous avons une sage-femme pour 16 000 habitants. Donc nous sommes encore loin du compte. Quatrièmement, ça commence d'abord par savoir combien nous sommes. Où est-ce que nous sommes? Quelle est la structure de la population? Et là, permettez-moi de saluer son Excellence le Président de la République, qui avait mis dans son programme de campagne de faire le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Il a mentionné lors de son serment, le Premier ministre l'a mentionné dans le programme du gouvernement, et actuellement, je peux vous dire qu'avec d'autres partenaires techniques et financiers, nous sommes en train d'accompagner le ministère du Plan, l'Institut national de statistique, le Bureau central de recensement, pour pouvoir enfin faire le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, qui serait vraiment une innovation, parce que ça fait 35 ans que nous n'avons pas fait de recensement général de la population. Et nous planifions le développement sans avoir des données probantes. Voilà un peu quelques pistes de priorité que je pense va nous aider à impulser le développement et à réduire la pauvreté. Impulser le développement, réduire la pauvreté en République démocratique du Congo, Dr Senen, vous y croyez? En vous entendre, vous saluez ce qui a été fait, vous donnez des pistes de solutions pour pouvoir y arriver. Mais il y a quand même quelque chose qui retient mon attention, c'est par rapport à la jeune fille. On parle de 46% de décès maternels qui sont retrouvés dans la tranche d'âge de 20 à 24 ans. Dr Senen, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui des actions sont mises en place pour pouvoir aider cette jeune fille à rester à l'école, comme vous dites, à ne pas contracter des grossesses non désirées? Est-ce que vous, l'UNFPA, vous militez pour ça? Nous militons pour ça, mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il y a une communion de pensée autour de la jeune fille. D'abord, le chef de l'État, le programme du gouvernement, mais aussi vous avez souvent entendu parler la première dame, vous avez entendu les parlementaires parler, même les donateurs, nous sommes tous conscients qu'il faut investir dans la jeune fille. Même démographiquement, lorsque vous prenez les adolescents, aujourd'hui, la tranche d'âge de 10 à 19 ans fait déjà 22% de la population. En 2030, c'est 30% de la population. Déjà, 2050, ne disons même, puisque la population va doubler si nous ne faisons rien. Alors, nous nous disons, si nous investissons dans cette tranche d'âge, et particulièrement dans la jeune fille, nous allons accroître le capital humain. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de structurer notre programme de coopération, et c'est notre plus grand programme, investir dans la jeune fille. La jeune fille qui est encore à l'école, la jeune fille qui a déjà abandonné l'école à cause d'une grossesse non désirée, mais que nous ne devons pas laisser, que nous pouvons repêcher, lui donner des moyens d'autonomisation, des activités génératrices de revenus, lui donner la capacité de pouvoir gérer sa sexualité et de prévenir la prochaine grossesse et de décider quand ça doit arriver. C'est le programme Kitumaini que nous avons, soutenu par la Suède, soutenu par le Canada, soutenu par la Grande-Bretagne à travers les intrants. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Parce que l'investissement dans la jeunesse, ce n'est pas seulement dans Kinshasa ou dans les zones stables. Nous avons quelques zones, nous avons eu des conflits communautaires. Et donc nous devons penser aussi à ces jeunes-là. Parce que quand il y a des conflits, souvent les écoles sont détruites, les centres de santé sont détruits. C'est pour ça que nous avons aussi un programme que nous appelons Tous Équilizane, entendons-nous, pour que dans ces endroits du pays où nous avons ces situations humanitaires, nous puissions toujours donner l'entrepreneuriat, des capacités à cette jeunesse pour s'autonomiser. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi d'autres programmes, nous avons aussi d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine. Et ce que nous sommes en train de faire à travers notre prochain programme de coopération, c'est de réunir tous ces acteurs-là pour que nous ayons un programme cohérent pour soutenir les efforts du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté et aussi du ministère du Genre, Famille et Enfants. Voilà quelques ébauches de contributions que nous apportons. Quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, plus ça nous envoie à limiter les naissances. En République démocratique du Congo, on sait qu'il y a beaucoup de us et coutumes qui interviennent. Mais Dr Senen, vous qui êtes à la tête du Fonds des Nations Unies pour la population ici en RDC, vous avez eu l'occasion de circuler, de sillonner dans le pays et de rencontrer plusieurs problèmes. Est-ce que vous pensez que pour le cas de notre pays particulièrement, c'est une question de volonté ou bien il faut aussi des moyens pour pouvoir arriver à limiter ces naissances? Merci beaucoup pour la question.
parce que ça me permet de clarifier quelque chose. Nous ne disons pas limiter la naissance, nous ne disons pas arrêter de faire des enfants. Nous disons que nous devons avoir le droit et le choix de décider. C'est ça, c'est différent. Parce que si vous avez le choix et vous avez aussi le droit de décider, vous allez, si vous voulez faire 10 enfants par exemple, hein, nous n'encourageons pas à ce que vous soumettez la femme à faire 10 enfants. C'est beaucoup. C'est une bénédiction. Bon, en même temps, c'est des risques de décès. Parce que plus on accouche, plus en réalité, on a des risques de décès. Donc, mais si vous pouvez espacer vos naissances, c'est ce que nous demandons. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir des moyens de contraception. Donc, quand vous dites, par exemple, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut tout simplement disponibiliser les moyens de contraception à toute femme là où elle se trouve. Est-ce disponible en République démocratique du Congo? C'est ça. C'est pour ça que nous faisons le plaidoyer. Pour qu'au niveau du gouvernement, il y ait déjà une ligne pour pouvoir ne fût-ce que contribuer à la disponibilité de la contraception. Cette ligne existe, mais pour des raisons d'espace fiscal, cette ligne n'était pas souvent honorée. Mais j'ai eu l'assurance du ministre de la Santé et même du Parlement pour que cette ligne soit de plus en plus renseignée. Cela va nous aider parce que, comme j'avais dit tantôt, nous tous réunis ne couvrons pas 20%, 25% des besoins. C'est encore faible. C'est encore faible. Donc nous avons encore du chemin à faire de ce côté-là. Et une fois que les produits sont là, les services sont là, les femmes vont décider elles-mêmes. Revenons un peu au sommet de Nairobi. C'est déjà du 12 au 14 novembre. Vous avez fait les tours de certains bureaux, des ministères ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez eu cette certitude que le gouvernement est bien préparé pour pouvoir prendre encore de nouveau un engagement afin d'accélérer ses promesses? Le gouvernement est très bien préparé. Et d'ailleurs, nous avons déjà une déclaration du gouvernement à ce sommet. Une déclaration très avant-gardiste qui s'engage à ce que nous puissions améliorer les droits et les choix des femmes. Le gouvernement est aussi très engagé, comme je viens de vous dire, la délégation de la RDC sera conduite par la vice-premier ministre, ministre du Plan, la ministre d'État, ministre du Genre, des parlementaires et aussi des leaders de la société civile, des femmes leaders. Donc, à travers cela, nous voyons l'engagement. Mais à travers même les activités préparatoires, parce que nous avions ce que nous avons appelé la route pour Nairobi. Nous avons eu plusieurs activités avec les jeunes, avec des ministères sectoriels, par exemple, même avec le ministère délégué pour les personnes vivant avec handicap. Parce que nous oublions souvent les personnes vivant avec handicap, les personnes résidant dans les zones. Nous avons fait des activités ensemble pour définir un plan de comment nous pourrons mettre à la disposition de nos frères, nos soeurs qui vivent avec handicap, les services de santé de la reproduction. Docteur Senen, j'aimerais encore revenir à votre organisation, le Fonds des Nations Unies pour la population. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir ce que vous faites concrètement pour pouvoir aider le pays, la RDC, à pouvoir atteindre cet objectif? Beaucoup de choses, mais 4 choses essentiellement. Sur le volet de la planification familiale, nous sommes aujourd'hui l'organisation dans le secteur public qui apportons les intrants, la majorité, environ 50% des intrants. C'est beaucoup. Exactement. Deuxièmement, au niveau de la mortalité maternelle, éviter que les mamans meurent en allant donner la vie. Nous avons un programme sage-femme. Je venais de vous dire tantôt que nous sommes à une sage-femme pour 16 000 habitants, plutôt que d'être à 1 pour 5 000. Nous couvrons actuellement 50%, c'est-à-dire 13 provinces. Ce n'est pas beaucoup. À travers notre prochain cycle de coopération, nous pensons couvrir les 26 provinces. Et quand nous disons nous couvrons, en fait, c'est quoi? C'est que nous avons des systèmes, des lieux de formation de qualité de ces sages-femmes qui suivent des curriculums. Ils ont des laboratoires anatomiques, ils ont des enseignants qualifiés pour que le produit qui sort puisse être le produit de qualité. Lorsque nous prenons les violences faites aux femmes, là nous ne sommes pas seuls, parce qu'aucune agence ne peut avoir un impact significatif seul. Nous allons avec le PNUD, nous allons avec l'ONU Femmes, nous allons avec l'UNICEF, d'autres organisations, en appui au gouvernement. Nous avons une stratégie nationale, nous avons surtout des stratégies
et des programmes d'intervention. On a un très grand programme d'intervention aujourd'hui financé par le Canada que nous avons avec le PNUD qui nous permet de couvrir plusieurs provinces et assurer que nous ayons dans chacune de ces provinces des centres de prise en charge multifonctionnels. Nous avons surtout l'assistance technique au niveau du Bureau central du recensement et de l'Institut national de statistique pour pouvoir conduire le deuxième recensement général de la population et de l'habitat et aussi fournir aux différentes provinces ce que nous appelons les profils de dividendes démographiques. En fait, c'est quoi? C'est que chaque gouverneur dans sa province pourra voir les leviers sur lesquels actionner pour accélérer le développement de la province. Voilà un peu notre contribution. On doit dire que ce que vous faites, c'est vraiment très significatif. C'est un appui de taille pour le gouvernement congolais. Mais docteur Senen, c'est vrai qu'on parle des 25 ans de la conférence de Caire, mais c'est aussi cette année 2019, les 50 ans du Fonds des Nations Unies pour la population, une célébration qui continue jusqu'à la fin de cette année et qui mérite d'être quand même applaudie. Pourquoi pas en parler au cours de cet entretien. Docteur Senen, 50 ans de l'UNFPA, qu'est-ce que ça représente pour le monde? 50 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et nous sommes, c'est pour ça que nous célébrons. Nous marquons une pause, nous regardons en arrière par rapport à notre mandat, qu'est-ce que nous avons pu faire? Est-ce que nous devons changer de stratégie dans la manière dont nous voulons assurer les choix et les droits? Ce sont de ces choses-là que nous allons discuter. Nous sommes convaincus aujourd'hui que ce mandat-là est très grand pour que nous le portions seuls. C'est pour ça que nous voudrions que toutes les composantes de la nation puissent porter cela. Juste un exemple, les questions de dynamique populationnelle. Aujourd'hui, si dans la sécurité alimentaire, on n'en tient pas compte, on n'atteindra pas l'objectif de fin zéro. L'éducation, nous voudrions que tous les enfants soient scolarisés. Nous avons même pris une politique de gratuité. Si nous ne tenons pas compte de cette dynamique populationnelle, nous aurons des difficultés à assurer les engagements. L'environnement, il y a l'impact sur l'environnement, la croissance inclusive. Bref, dans tous les secteurs de développement, l'emploi des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Donc, comment est-ce que différents secteurs de développement puissent intégrer les questions de dynamique populationnelle et les questions de choix et de droits des femmes? Voilà quelques pistes de réflexion pour nous, pour ces 50 ans. Mais pour finir, je dirais, à quel moment vous pensez qu'on pourrait, vous, l'UNFPA, pourrait dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce qu'on pourrait dire dans 5 ans, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, ou bien il faudra encore attendre 25 ans? Pour nous, tant qu'il y a une femme qui meurt encore en allant donner la vie, la lutte n'est pas finie. Pour nous, tant qu'il y a une femme qui a besoin d'espacer sa naissance ou qui veut arrêter de faire des enfants et qui n'a pas les moyens de pouvoir exercer ce choix et ce droit, notre lutte n'est pas finie. Pour nous, tant qu'il y a des femmes qui sont violentées, notre lutte n'est pas finie. Voilà ce que je peux vous dire. Docteur Senen Mouton, nous disons en route pour Nairobi. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que la population qui nous suit en ce moment a bien compris le contexte même de ce grand sommet de Nairobi qui se tiendra du 12 au 14 novembre. C'est pour parler justement de questions de développement et de la population qui est très important. Il faudrait accélérer les promesses pour qu'aucune femme ne puisse mourir en donnant la vie, des promesses pour qu'aucune adolescente ne puisse arrêter ses études pour une grossesse non désirée. Justement, accélérer les promesses pour que le développement puisse également suivre. Je vous dis encore une fois, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.